Je suis Dieu de Mike Pérez. Excellente matinée, merci d'être avec nous. Il est l'heure de retrouver Mike Pérez. Bonjour Mike. Bonjour Philippe. Ah, dis donc Mike, c'est un long week-end, on va faire le pont. Oui, week-end de 4 jours, donc je vais te donner des petits conseils pour optimiser ton week-end prolongé. On l'aime bien, hein, ce long week-end de l'Ascension. Ça permet pour certains de faire le pont, de décrocher un peu. C'est un petit air de vacances. Hein. Et comment bien s'occuper, combien occuper le temps de ce week-end de l'Ascension. Mike a 2-3 petites combines pour vous. Alors, je vais commencer par une mauvaise nouvelle, j'ai envie de te dire, parce que tu dis c'est un petit air de vacances, mais tu sais que il y a les études qui montrent que le bien-être qui est lié aux vacances, il atteint vraiment son pic à partir du 8e jour seulement. Là, on n'a que 4 jours. Ouais, bon. Donc, on va pas forcément atteindre d'un point de vue psychologique, un warm-up. Ouais. Voilà, cette sensation véritablement de vacances. Mais 3 ou 4 jours, ça fait toujours du bien, même si effectivement ça ne suffit pas à vraiment complètement faire un break et puis repartir de zéro. Alors, histoire d'optimiser quand même ces 4 jours, puisque c'est mieux que rien, mais c'est pas beaucoup. Réfléchis déjà à vraiment ce dont tu as besoin pendant ces 4 jours. Est-ce que tu as besoin de te reposer, de dormir, de faire de l'ordre chez toi, de t'évader, donc de partir, de changer d'air ou des choses comme ça. Le soleil. Donc pose-toi déjà les bonnes questions de savoir de quoi ai-je envie, de quoi ai-je besoin pendant ces 4 jours et fais-le, déjà, si c'est pas déjà fait, fais-le là maintenant, quoi, pour pas arriver effectivement demain matin en te disant bon, allez, qu'est-ce que je fais pendant ces 4 jours. La deuxième idée à mettre en place, c'est effectivement de changer de rythme, de dormir peut-être un petit peu plus si tu en as le besoin, de t'offrir une sieste si tu en as la possibilité, mais de pas être dans le même rythme forcément que quand tu es au travail, donc de pas te lever à la même heure forcément, de manger à la même heure ou de te coucher à la même heure, histoire de casser un tout petit peu ta routine, même si c'est juste pendant 4 jours. Ça fait déjà du bien effectivement de rompre avec la monotonie. Il faut oser ne rien faire. C'est bon de ne rien faire de temps en temps. Il faut pas avoir mauvaise conscience. Des enfants, c'est difficile. Hein. Oui. Oui, mais bon, si les enfants ils s'occupent avec les grands-parents pendant un moment, oui. Ou que tu leur proposes parce qu'il fait pas beau de regarder tout d'un coup un dessin animé à la télévision, pendant ce temps, je sais qu'on a tendance à vouloir profiter de faire plein de choses pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mais il faut aussi de temps en temps se dire, ça fait du bien de décrocher, de ne rien faire. Si on cède vraiment à toutes les injonctions et les pressions extérieures pendant ces 4 jours, on risque finalement d'aggraver la fatigue plutôt que de la réparer. C'est aussi toujours le risque qu'on a, c'est qu'on se dit tiens, j'ai 4 jours de congé devant moi, j'ai envie de faire plein de choses, puis en fait t'en fais trop et du coup effectivement tu ressors des 4 jours en te disant vivement lundi que je me repose au boulot. Ah ouais, on voit l'état d'esprit là. Ah ouais, dis donc, bravo. Non, mais c'est des fois effectivement la petite blague qu'on se fait entre soi. Parce que j'ai cru que t'allais dire vivement mardi à Koh-Lanta. Aussi. Et puis, il faut aussi simplement profiter de ces instants où tu peux un peu quand même te détendre, enlever le stress du quotidien. Donc, même si c'est court, même si c'est un petit instant, il faut le savourer, il faut le profiter. Donc voilà. Profiter de ces 4 jours de congé. La météo, elle est un peu aléatoire ces temps et ça va être comme ça tout le week-end. Donc, on peut pas forcément se dire ouais, on va pouvoir aller au bord du lac ou bien on va pouvoir faire de belles randonnées en montagne. Il faudra aussi composer avec la météo. Eh oui. Mais on va surtout essayer justement de profiter de ce bon temps. Merci, quoi qu'il en soit, on vous souhaite un excellent week-end, bien entendu. Et puis, je vous rappelle qu'on est en mode best-of. Donc, on sera là, on va vous tenir compagnie jusqu'à dimanche. Bienvenue sur la première matinale, multidiffusée de Suisse romande. Ouais, c'est aussi un ballon, hein, ça fonctionne, pas de souci. 100% David Glaser. Bonne matinée, il est l'heure de parler sport et parler basketball avec David Glaser qui nous a rejoint. Bonjour David. Salut Philippe, comment ça va? Ça va bien, quand on parle Swish, moi je suis content. J'ai mis au basket, ça y est. Swish, la rubrique basketball de David Glaser.
Tu nous fais rencontrer cette semaine Sebastiano De Martis. Alors lui, il a plusieurs casquettes, joueur, coach, arbitre. C'est un homme orchestre du basket en quelque sorte, c'est ça? Oui, exactement. Et puis pour être honnête avec les auditeurs et auditrices, Sebastiano, je le connais parce que c'est aussi mon coach en fait. Ah, Mais voilà. attention, c'est un amoureux total du basket comme il n'y a personne en Suisse, je crois. Il d'accord. fait tout, donc coaching, arbitrage. Et il regarde, il pense. Et chez lui, le basket, c'est pas seulement un sport, c'est une langue, presque une géographie intérieure pour faire une image comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que tout commence en fait par le football. Oui, mais comme quoi, personne n'est parfait. Hein. Il est italien, il débute par le foot, on peut comprendre assez vite que c'est pas son monde d'ailleurs. Il a la chance de grandir à Montais, une ville qui vibre très fort pour le basket dans les années 90. Et là, le virus prend radicalement, un bon virus, celui qui ne vous quitte plus. Ensuite, il arrive à Vevey, pas très loin de Montais. Il commence une carrière de joueur. Puis très vite, il est peut-être pas aussi bon joueur qu'arbitre, donc il va arbitrer les jeunes. Candidat à devenir arbitre régional en Suisse romande, puis arbitre national dans tout le pays en 5 contre 5. Puis plus tard, il va entrer dans l'univers du 3 contre 3. Il y a aussi une forte influence italienne chez lui. Hein. Eh oui, exactement. Il est un peu sicilien, il est un peu sarde, évidemment. Il a un peu tout ça, mais c'est la Suisse, quoi, avec une oreille tournée vers l'Italie en permanence. Mais pas n'importe quel Italien. Hein. Celui du grand basket des années 90, des salles pleines et folles, des maillots mythiques, ceux de Bologne. Alors on pense souvent à la Kinder Bologne avec Rigaudot, Ginobili, mais non, son club de corps, c'est le Fortitudo, l'équipe de Carlton Myers et Gianluca Basile. Alors c'est peut-être deux joueurs que vous connaissez pas, mais ils ont marqué tout un pays, notamment en 99 quand ils ont gagné le titre de champion d'Europe. Et Myers, c'était donc un Italien et Américain, comme son nom l'indique. Il portait le numéro 10. Donc qu'a fait Sebastiano? De récupérer le numéro 10. Il y a donc chez lui une culture basket très européenne. C'est ça, européenne. Il aime le détail, la tactique, l'émotion, ça c'est très européen. La tactique surtout, parce que le basket américain, c'est différent, on en parlera un autre jour. Donc il parle du basket italien un peu avec tendresse, avec romantisme, mais aussi avec frustration, parce que l'Italie a eu des générations magnifiques. Donc on a dit les noms juste avant. Il y a eu d'autres joueurs qui sont allés en NBA, après aux États-Unis, Bellinelli, Gallinari, Datome, mais ça n'a pas vraiment eu d'impact sur les médailles du pays. On dirait un peu le football d'ailleurs en ce moment, pour le basket. Sans mauvaise blague, alors que le mondial arrive. Donc c'est chez Sebastiano, on sent cette passion un peu méditerranéenne, mais ça analyse, ça s'enflamme, ça râle parfois, mais toujours avec beaucoup d'amour et pas toujours les résultats. Et quand il parle de basket suisse, il refuse le complexe d'infériorité. Ça, c'est important. Hein. Ah, pour lui, il n'y a pas de petit Suisse du basket. Non, le basket suisse est sous-estimé. Il rappelle qu'on a exporté des joueurs incroyables. Ah oui. Thabo Sefolosha de Blonay et de Vevey en NBA à Chicago notamment. Après, il a fait le tour, au KC, etc. Mais aussi d'autres, des joueurs suisses qui sont allés en France, beaucoup à Chalon-sur-Saône notamment. C'est que la Suisse n'a pas encore vraiment réussi, selon lui, à exporter des équipes, même si Fribourg a fait de belles campagnes européennes. Genève monte en puissance, mais c'est jamais suffisant. Et le basket féminin a aussi de vrais résultats. On n'en parle pas beaucoup, on en parlera dans Swish. Il cite notamment Nyon et des succès européens récents. Le message est simple, il y a du potentiel, mais il faut y croire et surtout s'en donner les moyens financiers. Et puis, il y a le 3 contre 3. Hein. Là, la Suisse existe vraiment sur la carte mondiale. C'est important aussi, ça. Complètement, c'est même l'originalité de notre pays, c'est que c'est un point central, le 3 contre 3, on est bon. Voilà, on est très bon, on l'a inventé. D'ailleurs, ça a été inventé ici à Mi, à côté de Genève, dans les locaux de la FIBA. Le 3 contre 3 a donné à la Suisse une nouvelle visibilité sur la carte mondiale. Lausanne, notamment, qui organise depuis des années une étape importante du World Tour avec ce tournoi 3 contre 3, d'abord en centre-ville, après au bord du lac. Et l'équipe lausannoise y a joué un rôle majeur dans cette histoire. Et Sebastiano parle évidemment de Gilles Martin, de Vester Molteni, comme de véritables entrepreneurs du basket local. Et en 3-3, bien sûr, ils n'ont pas seulement joué au 3 contre 3, ils ont construit un projet, organisé, insisté, ouvert des portes, récolté de l'argent. Et aujourd'hui, la Suisse compte des arbitres de haut niveau en 3-3, notamment Marco Michel. Il parle aussi d'Eric, Khalid, Slobodan Malkovic et bien sûr Miloš Jovanovic, devenu arbitre international du 3-3. Donc le 3 contre 3, c'est une chance pour la Suisse. Exactement. Et c'est plus léger, c'est plus mobile, plus urbain aussi, parce qu'on peut y mettre de la musique dans un cadre comme ça urbain. Plus facile à installer dans l'espace public. Il n'y a pas besoin de grand chose finalement. Il y a une difficulté cependant. Les joueurs doivent choisir entre le 5 contre 5 et le 3 contre 3. Et aujourd'hui, c'est pas simple parce que le 5 contre 5 permet d'en vivre, mais le 3 contre 3, il faut avoir des résultats et faire beaucoup de travail pour arriver à performer.
performer et jouer sur un niveau international, donc financer aussi les déplacements. Alors finalement, Sébastien de Martis, c'est quoi? C'est un arbitre, c'est un coach, un joueur? C'est qui? C'est quoi? C'est tout, mon général Morax, tout. Les trois, et surtout un passeur de basket. Ouais. On en a parlé avec Rando de Sarzin, on en a parlé avec Mounaskaria. Bref, c'est des gens passionnés, comme on en a très peu vu. Il a le regard du joueur, la responsabilité du coach, la précision de l'arbitre. Il incarne ce basket qui ne vit pas seulement dans les grandes affiches, mais aussi dans les salles cantonales, les jeudis soirs, les trajets en voiture, les discussions d'après-match sans fin autour d'une bière, les souvenirs d'Italie, les voyages à Belgrade. Bref, Sébastiano, il est tout ça. Et c'est un réseau de terrain, de culture, et il a tout construit avec fidélité. Donc le ballon, bah oui, c'est un prétexte. Derrière, il y a 3 vies de joueurs, de coachs, d'arbitres, et toujours revenir à l'essentiel du basket, c'est-à-dire le jeu. Merci David Glaser. On retrouve cet entretien dans Swish, bien sûr, votre podcast. Oui, merci d'en parler. C'est sur toutes les plateformes, les bonnes plateformes de podcast. On se retrouve dans quelques jours, dans une semaine. Ouais, dans une semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut David, merci beaucoup. 100% basket, 100% roman, 100% David Glaser. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. C'est un moment qu'on apprécie, c'est quand on parle de 9e art, de bande dessinée, avec Pal de Gomme qui nous a rejoint ce matin. Bonjour Pal. Mais bonjour Philippe, toujours bonjour tout le monde. Et tiens, pour le week-end de l'Ascension, qu'est-ce que tu nous proposes de lire? On peut bouquiner, tu as 2-3 choses pas mal, je crois. Alors là, je vais vous parler de l'univers Torgal avec la dernière bande dessinée qui vient de sortir aux éditions Le Lombard. C'est la déesse d'Ambre. Et c'est Christophe Beck au dessin et Valérie Magnin. Et là, en fait, c'est le 6e tome de la série Torgal Saga. À savoir que ça fait déjà quelques années qu'il y a des bandes dessinées Torgal qui sortent en dehors de la collection, en fait, originale. Ouais. Et là, dans cet album, en fait, Torgal doit sauver son fils Jolan d'une malédiction qui est liée, en fait, à un collier d'ambre. Et ce collier est empoisonné et plonge, en fait, son fils Jolan dans un profond sommeil et personne ne peut le réveiller. Et là, pour sauver, en fait, son fils Torgal, il doit partir à la recherche d'une femme qui s'appelle Ingrid. Et en même temps, il découvre, en fait, un village menacé par un grand incendie où tous les hommes ont en fait été victimes, comme son fils Jolan, en fait, la même malédiction. C'est-à-dire que tous les hommes dorment. Ça fait penser un peu à la Belle au bois dormant, sauf oui, cette fois, c'est tous les hommes qui dorment. Et c'est vrai que c'est impressionnant. En fait, seules les femmes, en fait, vivent dans ce village. Et en particulier, en fait, Hulda, c'est la déesse d'Ambre. En fait, elle détient en fait le secret et en même temps le mystère pour les réveiller. Donc en même temps, c'est une belle quête. Toujours à travers Torgal. Donc c'est une BD qui fait plus de 120 pages. Ouais. Et ça nous plonge complètement dans l'univers de Torgal. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que c'est Christophe Beck au dessin et Valérie Magnin au scénario. Et Christophe Beck, c'est un des grands dessinateurs de maintenant avec un trait hyper réaliste. Et c'est vrai qu'en quelques mots pour savoir qui est Torgal, c'est que plus personne a besoin de présenter en fait cette grande saga, cette grande série en bande dessinée. Elle a commencé en fait en 1977 pour le journal en fait Tintin. Puis il a été édité par Éditions Lombard. Ouais. Et Torgal, tout le monde le connaît sous l'enfant des étoiles parce que en fait c'est une sorte d'enfant extraterrestre qui a été recueilli par les Vikings. C'est mythique. Et c'est comme ça que c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Et on reste toujours avec Rosinski en tête, le grand dessinateur, et Jean Van Damme, le grand scénariste. Ben écoute, formidable. Et c'est à découvrir dès que vous pouvez chez votre libraire, évidemment. Ah oui, dans toutes les bonnes librairies. Et bon, je vais relire le titre, c'est Torgal, la déesse d'Ambre, et c'est sorti aux éditions Le Lombard. Eh bien, merci mon cher Pal pour ces aventures de Torgal. Merci beaucoup. Un peu de lecture, Avec c'est bien parce que la plaisir. météo va être un peu tristounette ces prochains jours. Oui, Ça va nous on va se permettre. plonger dans les livres. Ouais, mais pourquoi pas, c'est bien. Merci Pal de Gomme. Bienvenue dans le Morax Show. Les sujets de Mike Pérez. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Mike Pérez est là et on va vendre plein de trucs grâce à lui. Bah oui, si tu savais pas quoi faire pendant le week-end et que tu dis tiens, je peux peut-être aussi exploiter un tout petit peu mon temps libre pendant ce week-end. Bah, si tu veux faire de l'ordre et vendre des objets d'occasion, je vais te donner quelques bons conseils pour que ça marche. La chronique de Mike.
Avec Mike ce matin, on fait un vide-grenier ou un vide-cave, un vide fourre-tout, quoi. Tu peux tout vendre aujourd'hui sur Internet, tu peux tout vendre d'occasion, ça marche quand même relativement bien. C'est vrai. Mais à condition de faire les choses correctement. Et ça commence déjà par la plateforme que tu vas utiliser pour vendre tes objets d'occasion. Alors, en Suisse, la plus populaire, c'est Ricardo. C'est là qu'il y a le plus de gens qui se rendent pour acheter ou vendre des objets d'occasion. C'est évidemment pas la seule. Anibis est très connu aussi. Facebook Marketplace fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, privilégier ces 3 plateformes qui sont les plus connues, les plus utilisées, et pas essayer de partir dans des trucs un peu alternatifs ou autres qui sont pas forcément vus par la plupart des gens. Donc c'est qui ce Ricardo? Il y a tout le monde. C'est qui ce mec? En tout cas, il est très fort. La deuxième chose, c'est le prix. Ne surestime pas le prix de tes biens d'occasion. On a toujours tendance effectivement à se dire ouais, mais ça vaut encore au moins 100 balles, alors qu'en réalité ça en vaut peut-être 50 si tout va bien. Oui. Donc faut aussi de temps en temps accepter de se dire bah oui, j'en aimerais 100 francs, mais finalement la réalité c'est que ça vaut un peu moins. Et puis si finalement tu vends ton objet pour 50 francs et que non seulement tu as récupéré 50 francs, puis tu t'es débarrassé de quelque chose qui t'encombrait dans ta cave ou ton grenier ou ton salon, faut aussi se dire que c'est une bonne opération pour toi au final. Donc pas surévaluer. Ouais. Ne pas surévaluer, puis finalement va sur le site, la plateforme, puis regarde, compare. Il y a peut-être des gens qui vendent des objets similaires à celui que tu veux vendre, puis ça te permet déjà d'avoir plus ou moins une estimation de ce que vaut finalement ton objet. Le point aussi important, c'est les photos. Fais des belles photos, parce que si la photo elle est floue, mal cadrée, sombre ou je ne sais quoi, qu'on n'arrive pas vraiment à bien voir l'objet, déjà tu le mets pas en valeur, ça inspire pas forcément confiance. Donc pense à soigner la photo, à la faire vraiment dans un lieu qui est approprié. Ça prend un petit peu de temps, mais ça peut être payant au final. Et puis le dernier élément qui est peut-être le plus important, c'est l'identification du vendeur. Il faut que finalement tu donnes confiance à la personne qui va potentiellement t'acheter quelque chose. Donc il faut pas hésiter à mettre, je vais pas dire que tu dois mettre ton vrai nom, prénom et tout ce qui va avec ou comme ça, mais il faut pas que tu apparaisses comme étant complètement anonyme et obscur. Oui, c'est ça. Sur ces plateformes, en plus, en règle générale, si tu vends régulièrement des objets, tu peux aussi être noté, donc ça inspire confiance. Si les transactions précédentes que tu as faites se sont bien passées, tu vas avoir une bonne cote, tu auras les 5 étoiles et des choses comme ça. Donc ça inspire confiance. Et ça, c'est un chauffeur Uber qui fait bien. Exactement, c'est un élément important. Envie, Mais dis-toi que toi, en tant qu'acheteur, effectivement, tu as plutôt envie d'acheter quelque chose à quelqu'un qui t'inspire confiance que quelqu'un qui, tu sais pas qui c'est, tu sais pas où il est, tu sais même pas à qui tu as affaire. Donc ça, c'est aussi un élément important. Donc prends le temps de bien faire les choses, des bonnes photos, un juste prix et on va dire une identité qui soit facilement reconnaissable ou comme ça, pas qu'on pense qu'on a affaire à un anonyme un peu bizarre. Et normalement, tu devrais réussir à vendre tes objets d'occasion sur ces différentes plateformes. Merci. Puis si vous savez vraiment pas quoi faire ce week-end, voilà, vous avez de quoi vous occuper effectivement pour vendre des choses ou acheter d'autres trucs, pas de souci. Bienvenue dans le Morning Show. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. C'est Vanny qui nous a rejoint. Bonjour Vanny. Bonjour Philippe. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. C'est l'heure de parler vin. C'est l'heure de parler vin. Et parlons bien, s'il te plaît. Et s'il vous plaît, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler de vin nature. Parce que oui, ça aussi c'est bien. On parle beaucoup de vin nature, mais qu'est-ce que c'est concrètement un vin nature? Oui, qu'est-ce que c'est pas toujours facile à expliquer. Alors je voulais vous le décrire, vous le présenter, le vin nature, pour que ce soit plus clair. C'est très naturel. Ça porte bien son nom. Mais c'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus et ça reste un peu flou. Le vin nature, c'est quoi la différence avec la biodynamie, voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un vin produit avec le minimum d'intervention possible à la vigne comme à la cave. On va commencer par le départ. La vigne. Les raisins sont cultivés sans pesticides ni produits chimiques de synthèse. On est souvent en bio, voire en biodynamie. Ensuite, à la cave, le principe est simple. Laissez le vin se faire presque tout seul. Pas de levure industrielle, pas ou très peu d'intrants et surtout très peu de sulfites, voire aucun. Ouais.
Ça, attention. C'est ça qui fait mal à la tête. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'en met pas qu'il n'en aura pas. Certains vins nature contiennent plus de sulfite naturellement Ouais. que des vins auxquels on a ajouté du sulfite. C'est ça. Donc, faut faire attention. On parle de fermentation naturelle avec les levures présentes sur les raisins. L'idée, c'est de produire un vin le plus proche possible du fruit et du terroir. Alors, dit comme ça paraît simple, mais en réalité, c'est un vrai défi parce que sans filet de sécurité, le vin devient plus imprévisible. Résultat, parfois des vins incroyablement vivants, vibrants, pleins d'énergie et parfois des vins plus déroutants. Pour pas dire moins bon. Ça peut arriver. Oui. C'est aussi pour ça que le vin nature divise. Certains adorent cette liberté, cette authenticité. D'autres critiquent un manque de stabilité ou des défauts plus fréquents. Une chose est sûre, le vin nature reflète une nouvelle manière de penser le vin. C'est vrai qu'un vin nature, vu qu'on n'y ajoute rien, il va bouger beaucoup plus qu'un vin qui a eu recours à du sulfite, des intrants, voilà, qu'on va stabiliser. Il aura un autre aspect aussi. Il aura un autre aspect. Ouais, donc ça pourrait se comparer à une bière non filtrée, par exemple aussi. Oui. Parce que mais c'est assez tendance. En fait. C'est assez tendance. Et moi, je trouve ça super intéressant. Surtout pour notre santé. Hein. Donc voilà, il y a moins de contrôle aussi, mais plus de confiance en la nature. Donc faut pas l'oublier pour ceux qui veulent défendre ça. Ouais. Et puis la vraie question c'est est-ce que c'est bon ou pas, ou est-ce que ça procure une émotion ? Bah oui, donc forcément on découvrait du vin nature si c'est pas encore fait. Bienvenue dans le Morning Show. On va parler musique comme promis, destination Avenches pour le Avenches Open Air Festival qui se déroule fin mai. À côté des arènes d'Avenches justement, et on en parle avec Mélanie Reynaud à qui j'ai passé un petit coup de fil. Bonjour Mélanie. Le coup de fil de Moaz. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien et toi, merci d'être là avec nous pour nous parler du Avenches Open Air qui se déroulera cette année les 28, 29 et 30 mai du côté d'Avenches, comme son nom l'indique évidemment. Bel événement, 3 jours de pure folie avec une belle programmation. Oui, alors une programmation bien complète. Le jeudi soir, l'entrée est gratuite et pour vendredi et samedi, on a des belles têtes d'affiche. Donc pour pas cher, des bons concerts. Alors, on parle du jeudi soir ? Allez, on y va. Les Sales Gosses, c'est un groupe cool. Mais il n'y a pas que. Il y a Bob & Co, il y a Wild Down et il y a aussi en fin de soirée DJ Nico et ses amis. Au niveau du style de musique, on reste dans une ambiance assez rock. Hein. Oui, on est rock. Je pourrais pas dire métal, on est plutôt sur quelque chose qui est passe-partout et super agréable à écouter. Le vendredi, Tafta qui est annoncé pour la soirée du vendredi notamment. Oui, alors Tafta, on les attend avec grande impatience. C'est quand même des sons qui ont bercé pour certains leur jeunesse. Donc en plus c'est un groupe de chez nous, donc ça vaut vraiment la peine de les découvrir. Ils reviennent, hein, c'est dingue, on entend de nouveau parler d'eux en ce moment et ça fait super plaisir. Quoi d'autre pour cette belle soirée ? Les Black Shoes Bottom, les filles sur scène ? Et oui, il faut. Ça donne une autre dynamique. On a toujours en fin de soirée DJ Nico et The Groundchecker, qui est franchement un groupe un peu coup de cœur pour moi. Je les ai découverts avec le line-up et franchement aussi c'est un réel plaisir aux oreilles. Eh bien ça c'est pour la soirée du vendredi. Et puis le samedi soir, alors là ça va encore envoyer du steak, comment dire. Oui, voilà, là on part pour aller boire de la Guinness avec les Rimjack. Ensuite on a les Green Ducks, les Tortilla Flat, Metallic Kids, ça c'est pour les enfants, c'est vraiment chouette. En plus il passe à 17h donc sur place, étant donné qu'il y a de quoi manger, boire et même se faire tatouer, ça vaut la peine d'y faire un petit tour. Le mot d'ordre c'est peut-être réserver un petit peu à l'avance, qu'est-ce qui est conseillé? Alors on a les billets en ligne sur Ticket Corner ou sur avencheopenair.ch, il y a toutes les infos directement sur le site, même les réseaux sociaux. N'hésitez pas évidemment à aller faire un petit tour. Celles et ceux qui pensaient qu'il se passait plus rien à Avenches, et toi qui fais partie du comité d'organisation de cet événement. Ah oui, alors ça vit et puis on est dans l'optique que ça dure sur les années. Alors c'est pas dans les arènes, mais on fait quand même briller les arènes d'à côté. Les 28, 29 et 30 mai prochains, tous à Avenches pour le Avenches Open Air Festival, un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Vous l'avez compris, Ticket Corner. Et puis sur le site internet, je te laisse redonner l'adresse. avencheopenair.ch. Merci. Merci, bonne journée. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Il est
est on parlait gastronomie, on va à Neuchâtel avec Monsieur Goemio. Bonjour Claude Schwander. Bonjour. À la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Neuchâtel est à l'honneur cette semaine et là c'est génial parce qu'on est mercredi Knut et on peut déjà se souhaiter un bon week-end et ça c'est rare quand même. Oui, absolument. Et pourquoi pas pendant ce week-end aller faire un petit tour. C'est juste à l'entrée de Neuchâtel. Ça s'appelle Autrive. C'est un joli bourg qui est légèrement sur la hauteur, entouré de vignes, avec plein de belles vieilles maisons en pierre jaune de Neuchâtel, maisons typiques. L'une de ces maisons abrite un restaurant et puis eh bien ce restaurant je l'aime beaucoup parce que il s'appelle Atimi. C'est l'auberge d'Autrive qui abrite qui a plusieurs espaces. L'auberge d'Autrive a le restaurant Atimi qui est un restaurant gastronomique avec à sa tête Gerardo Metta, un chef plein de talent qui fait des plats qui vraiment revisite la cuisine italienne avec beaucoup d'énergie, de créativité et de justesse. Et puis, eh bien, il supervise l'autre restaurant aussi, qui est une pizzeria en fait, mais une pizzeria pas comme toutes les autres. On y fait des pizzas qui sont tout simplement excellentes, il faut le dire, hein, au grano arso, donc c'est une farine particulière. Et ces pizzas, figurez-vous qu'on peut les manger aussi en terrasse. Il y a une terrasse jardin à l'arrière de cette très très belle auberge qui à l'intérieur, il faut le dire, a été très très bien rénovée. C'est vraiment un endroit que je vous recommande vivement, d'une part pour le cadre, d'autre part pour l'accueil et en troisième lieu pour ces deux espaces remarquables qui sont la pizzeria et puis le restaurant Atimi qui est alors évidemment un peu plus cher, qui est un petit peu plus élaboré aussi, mais qui est évidemment festif. Donc je vous conseille vivement, si vous êtes du côté de Neuchâtel, d'aller faire un tout petit tour du côté de l'auberge d'Autrive. C'est noté à Autrive, auberge d'Autrive, Atimi. Merci beaucoup Knut Schwander. Je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension. Merci.